Et si, euh, et si des gens de notre futur étaient venus influencer notre passé? C'est un peu l'idée de départ assez folle de Jacques Bergier dans son livre Les maîtres secrets du temps. Oui, c'est une accroche assez puissante, il faut dire. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur des extraits précis de ce livre. C'est ça. On va essayer de voir quels indices, quels arguments il avance pour étayer cette thèse des voyageurs temporels. Exactement. On va examiner ça. Mais attention, uniquement sur la base des textes qu'on a sous les yeux. Tout à fait. Bergier commence fort avec ce qu'il appelle des signes et prodiges. Ah oui, c'est-à-dire? Des anomalies dans l'histoire, des trucs qui collent pas, quoi. Et pour lui, ça pourrait être la signature de ses visiteurs. Il a plusieurs types d'indices. D'accord. Commençons peut-être par les objets étranges, ceux qui semblent anachroniques. Les textes parlent du mécanisme denticitaire. Ah oui, le fameux mécanisme. Découvert dans une épave antique grecque. C'est ça. Une machine hyper complexe pour l'époque, on parle de 82 avant Jésus-Christ quand même, avec des engrenages qui font penser à des techniques bien plus tardives. Et Berger, lui, il lance une piste. Est-ce que ça pouvait être un outil, peut-être pour un navigateur temporel, pour se repérer dans le temps? C'est une interprétation possible, selon lui en tout cas. Oui, une de ses hypothèses. Et il y a un autre exemple physique qu'il cite, c'est l'homme de Boskop. L'homme de Boskop. Oui, un crâne très ancien trouvé en Afrique du Sud. Mais ce qui est bizarre, c'est sa capacité crânienne, 1600 cm3. C'est bien plus que nous. Ah oui, effectivement. Et donc Bergier pense que... Il se demande si ces Mislep a les restes d'un humain du futur. Peut-être que ces affaires, ces équipements, se seraient tout simplement désintégrés avec le temps. D'accord, donc on a des objets, des restes physiques, et ensuite Berger passe à des personnes, c'est ça? Des gens dont le savoir semble défier leur propre époque. Exactement. Il prend l'exemple de Roger Boscovitch au XVIIIe siècle. Alors lui, qu'est-ce qu'il a de si particulier d'après Berger? Boscovitch, c'était un jésuite, un savant, et dans un de ses livres, la Theoria Philosophia Naturalis, il expose des idées mais incroyables pour le XVIIIe siècle. Comme quoi, par exemple? Il parle de la relativité de l'espace et du temps, l'idée que ce n'est pas absolu, quoi, bien avant Einstein. Ah, quand même. Oui. Et aussi la discontinuité de la matière, l'existence possible d'univers multiples, et même, tenez-vous bien, la possibilité théorique du voyage dans le temps. Au XVIIIe siècle. Voilà. Berger insiste sur le décalage énorme avec la science de l'époque. Et surtout, on ne sait pas d'où il sortait tout ça. Pas de source connue pour ses intuitions géniales. C'est vrai que ça interpelle fortement. Et ce n'est pas le seul exemple qu'il donne, j'imagine. Non, non. Un autre cas fascinant qu'il mentionne, c'est Oliver Heaviside. Fin 19e, début 20e. Heaviside. Oui, un scientifique britannique, plutôt autodidacte, assez isolé. Il a développé ce qu'on appelle le calcul symbolique. Le calcul symbolique? C'est-à-dire? C'est une méthode mathématique qui marchait. Elle donnait les bons résultats pour des problèmes très concrets, comme améliorer les câbles télégraphiques sous l'Atlantique. Mais, Mais... mais elle manquait de rigueur, de preuves logiques selon les standards de l'époque. Ça avait l'air un peu magique, quoi. Suspect pour les autres scientifiques. D'accord. Et il y a aussi cette histoire avec l'ionosphère, non? C'est ça. Il avait l'air de savoir que cette couche de l'atmosphère existait et qu'elle réfléchissait les ondes radio, bien avant qu'on le prouve expérimentalement. Comme s'il avait une info du futur, mais sans en comprendre forcément le fondement scientifique. Intrigant. Et Bergier ajoute quelque chose sur des documents, non? Oui, il mentionne que Heaviside aurait laissé des papiers à sa mort qui n'ont jamais été vraiment étudiés à fond. Ça rajoute une couche de mystère, forcément. Donc, après ces scientifiques des siècles plus récents, Bergier va chercher encore plus loin dans le temps, c'est ça? Dans des mythes, des figures anciennes? Tout à fait. Il s'intéresse par exemple à Melchizedek. Le personnage biblique? Oui, celui qui apparaît un peu de nulle part dans la Genèse, sans père ni mère, sans généalogie, comme s'il était hors du temps. Et il véhicule des idées très avancées pour l'époque, comme le monothéisme. Et Berger y voit un possible? Un possible messager d'un futur lointain, oui. Il va même plus loin avec le I Ching chinois. Le livre des transformations? Oui, reçu selon la légende par l'empereur Fu Qi. Berger se demande si ce n'est pas juste un outil de divination, mais peut-être un genre de manuel de navigation temporelle. Ah oui, carrément. Et pour les Mayas, on sait que leur calendrier était hyper précis. C'est vrai. Et là, Berger avance une hypothèse assez audacieuse, on peut dire. Laquelle? Il suggère que leur pratique de trépanation, Le fait de percer des trous dans le crâne. voilà, ce n'était peut-être pas seulement médical ou rituel. Peut-être qu'ils cherchaient à modifier la conscience, à accéder à une perception différente du temps.
Une perception accrue peut-être? C'est une spéculation forte, basée sur leur maîtrise incroyable des cycles temporels. C'est une spéculation, oui. Bon, tout ça, ça nous amène forcément à la question des paradoxes. Le fameux paradoxe du grand-père, hein. Si on retourne dans le passé et qu'on tue son grand-père, comment peut-on être? Est-ce que Berger aborde ça dans les textes? Oui, il l'aborde. Et sa réponse est assez originale. Il s'appuie sur la théorie de la synchronicité de Carl Jung. La synchronicité, c'est-à-dire pas eu un lien de cause à effet direct? C'est ça. Au lieu qu'une action dans le passé ait une conséquence directe sur la ligne temporelle, à cause B, l'intervention du voyageur aurait des effets synchrones. Des répercussions qui se manifesteraient à côté, en quelque sorte, perpendiculairement à l'axe du temps. Attendez, je suis pas sûre de bien saisir. L'action du voyageur ne créerait pas de problème direct parce que ses effets y se propageraient autrement? De façon connectée, mais pas linéaire. C'est un peu l'idée, oui. D'après Berger, ça pourrait expliquer, par exemple, des similitudes étranges entre des cultures très éloignées qui n'ont jamais eu de contact. Une information injectée quelque part dans le temps pourrait résonner ailleurs, sans lien causal direct et visible, et hop, ça évite les paradoxes classiques. D'accord. C'est complexe, mais intéressant comme idée pour contourner le problème. Donc, si on essaye de résumer la thèse de Berger, telle qu'on la voit dans ces extraits, Allez-y. ce serait une accumulation d'indices, des objets bizarres, des savoirs qui semblent venir du futur chez certaines personnes, des interprétations de mythes. Tout ça forme un faisceau qui suggère, selon lui, que notre passé a peut-être été visité, influencé par des gens du futur. C'est exactement ça. C'est le fil rouge de son argumentation dans les passages qu'on a regardés. Et ça nous laisse avec une question pour finir, non? Oui, une réflexion intéressante qui découle de tout ça. Si on acceptait, juste pour voir, cette hypothèse de voyageur temporel, telle que Berger la présente ici, comment ça changerait notre regard sur l'innovation, sur l'origine des grandes idées, sur l'histoire elle-même finalement? Ça ouvre des perspectives assez vertigineuses. En effet, de quoi réfléchir.